Bonjour à tous et merci de nous suivre sur notre chaîne YouTube New Power Official. Vous écoutez Ernesto JJ, le roi du Ziglibiti, un homme très talentueux, un artiste merveilleux de la Côte d'Ivoire, disparu bien trop tôt. Il interprète le titre Azonade. C'est un titre que j'aime beaucoup. Et dans le cadre de ce direct politique, je voulais qu'on l'apprécie ensemble. C'était un très grand danseur, Ernesto JJ. Un grand poète également. Maîtriser la langue BT, les proverbes. C'était un enfant des anciens. Il a révolutionné la musique et la danse ivoirienne. Le zigéi, le zouglou, le coupé-décalé sont son héritage, à la fois artistique et culturel en Côte d'Ivoire. Il était très apprécié, pas seulement dans son pays, la Côte d'Ivoire, mais surtout au Burkina Faso. Le Burkina Faso, où tout récemment, un homme politique français, Jean-Luc Mélenchon, pour ne pas le citer, est allé passer 4 jours. Et cela ne nous a pas laissé indifférents. Ce direct politique est consacré à la visite de Jean-Luc Mélenchon au Burkina Faso. Et le lien ivoirien que j'ai voulu établir entre le Burkina Faso et Jean-Luc Mélenchon, c'est la Côte d'Ivoire à travers un artiste, Ernesto JJ, qui était très apprécié par les Burkinabés. Écoutez, Ernesto JJ. Notre live politique va durer 2 heures environ. Soyez donc patients et attentifs. Nous allons aborder des questions très importantes. Et on ne peut pas le faire en modèle TikTok. Non. On a besoin d'entrer en profondeur, de dire les choses de la manière la plus précise pour être bien compris par ceux qui nous écoutent. Donc, ceux qui n'aiment pas des longs lives ou des longs directs ne pourront pas accéder à la substantifique moelle qui y sera livrée. En attendant, écoutez Ernesto JJ. Quand la musique s'arrête comme ça, notre artiste est en train de montrer ses talents de danseur. Très grand danseur, Ernesto JJ, le roi du Ziglibiti. Eh oui, j'aime beaucoup la musique ivoirienne, moi aussi. Et j'aime beaucoup Ernesto JJ. Plus même que Didier Arafat. C'est une question de génération. Il faut aussi le comprendre ainsi. Alors, bientôt le morceau va s'achever.
et nous allons pouvoir commencer ce direct politique qui est le second que nous organisons. Le premier a porté sur la commémoration des 2 ans de l'opération Lumumba. Et au cours de ce live, nous sommes revenus sur le contexte historique et politique, de même que les raisons qui nous ont amenés à exécuter publiquement l'opération Lumumba aux abords de l'ambassade de France à Libreville, au Gabon. Aujourd'hui, c'est de politique internationale dont nous allons parler. Et nous avons le viseur focalisé sur la patrie de Thomas Sankara. Juste derrière moi. Ernest Djedje est mort sans avoir atteint la quarantaine. Il revenait d'un concert à Ouagadougou et, semble-t-il, il a été empoisonné. On l'a rapatrié d'urgence, je crois, à Yamoussoukro. Et malheureusement, il a rendu l'âme. Toute la Côte d'Ivoire a pleuré son talentueux fils. Et je crois aussi le Burkina Faso. Et à l'époque, ce pays s'appelait la Haute-Volta. Je n'ai pas la date en tête, mais je pense que Ernest Djedje est mort avant que Thomas Sankara ne prenne le pouvoir. Mais je peux me tromper. Alors, on arrive à la fin de ce morceau. Et nous allons commencer notre direct politique. Je suis Privat Ngombo, responsable général du mouvement New Power. Notre mouvement est une organisation associative, politique et internationale. Cette association est présente dans cette réalité du New Power parce que nous voulons intéresser les citoyens gabonais, les citoyens africains qui préfèrent s'adonner à la gestion publique dans le cadre associatif. Parce que le cadre, le milieu politique pour eux est par trop dangereux. C'est un lieu d'intrigue, de trahison, de choses-trappes, de couteaux dans le dos, de traîtrise. C'est vrai que ce n'est pas un milieu très agréable et très accommodant. Ceux qui n'aiment pas s'embarrasser de toutes ces querelles de personnes préfèrent souvent évoluer dans des ONG, des associations. Nous disons à ces personnes, rejoignez le New Power. Nous y menons une vie associative où nous essayons de mettre en avant des idées d'abord, plutôt que les ambitions de personnes. Vous qui vous intéressez à la vie associative, vous êtes les bienvenus au New Power. Mais notre mouvement est également politique parce qu'il aborde des thématiques qui sont hautement et éminemment politiques. Lorsque nous nous attaquons à la souveraineté de notre pays,
lorsque nous nous attaquons à la France-Afrique, c'est de la politique. Et nous ne voulons pas seulement édifier les populations sur ces aspects politiques qui nous paraissent très importants. Nous voulons que les idées politiques que nous développons soient mises en œuvre et impactent fondamentalement et durablement la nation gabonaise, les nations d'Afrique centrale. Donc, notre mouvement, qui est également une organisation politique, a vocation à prendre le pouvoir. Il faut affirmer clairement cette ambition pour qu'il n'y ait pas de confusion. Nous ne sommes pas une ONG qui entendons être une balise pour le pouvoir. Nous sommes une organisation associative et politique qui envisage la prise du pouvoir pour apporter au Gabon et même en Afrique centrale le renouveau que les populations de cette région attendent. Enfin, nous sommes une organisation internationale parce que nous avons embrassé la cause de la renaissance africaine. Nous voulons restaurer toute l'Afrique continentale dans sa dignité et dans sa gloire passée. Nous sommes les pères de l'humanité. Et le continent africain est la terre-mère de toute l'humanité. Car on y a le berceau de tous les peuples du monde. Donc ce rôle de leader que nous avons perdu, nous voulons le restaurer. Et pour cela, notre structure ne peut se contenter d'exister que dans un pays comme le Gabon. Cette organisation, ce mouvement, a un corpus idéologique, prône des valeurs. Ces valeurs sont résumées dans le triptyque qui se résume en 3 mots simples. La souveraineté, l'anti-France-Afrique ou lutte anti-France-africaine et le panafricanisme ou le néo-panafricanisme. La souveraineté. Depuis maintenant près de 60 ans, la plupart des pays d'Afrique francophone fêtent leur indépendance. Du moins le croient-ils. Car on ne peut pas fêter l'indépendance et ne pas avoir le contrôle du destin de son pays prétendu indépendant. Nous ne sommes pas africains de l'espace francophone, nous ne sommes pas souverains dans nos propres patries. Parce que cette souveraineté est captive, retenue entre les mains de la France officielle et des réseaux, de la France gaulliste, de la France Afrique. C'est la France officielle et des réseaux qui continue d'imprimer de son sceau impérial le destin des populations africaines de l'espace francophone. Nous ne pouvons donc rien réaliser tant que nous n'avons pas arraché cette souveraineté, tant que nous n'avons pas dépossédé l'imposteur d'un bien, d'un pouvoir qui ne lui appartient pas. Et pour être souverain, nous n'avons pas d'autre choix que de nous affirmer comme étant ouvertement anti-France-africain. Nous devons mener la lutte anti-France-africaine de manière décomplexée et à visage ouvert.
Ceci pour envoyer un message psychologique. La peur sur laquelle la France-Afrique compte pour nous tenir en respect, nous l'avons vaincue. Et un homme qui n'a plus peur est capable d'aller à la conquête de son destin. Un homme qui est transi par la frayeur, pétrifié par la peur, ne peut pas agir et ne peut pas se mouvoir, ne peut pas s'organiser pour pouvoir devenir l'homme indépendant qui a la maîtrise de sa vie. Mais pour que nous puissions, peuple d'Afrique francophone, redevenir souverains en luttant contre la France-Afrique, il nous faut être fondamentalement panafricaniste. Lutter contre une hydre continentale dans son petit enclos colonial, dans ses petites frontières artificielles, dans lesquelles le pacte du Congrès de Berlin nous a enfermés, c'est s'assurer de ne jamais arriver à vaincre une pieuvre qui a ses tentacules dans l'ensemble de l'espace francophone. Il nous faut nous unir, il nous faut nous réunir comme les doigts de ces deux mains pour arriver à bout d'un adversaire qui est la France officielle et des réseaux et de son bras armé qui est notre ennemi, la France-Afrique. Je viens de vous livrer là la carte d'identité de notre mouvement New Power et sa vision, son idéologie politique. À présent, je voudrais vous donner les différents chapitres qui vont structurer ce live politique que j'ai souhaité faire ce 24 juillet, soit environ 4 jours après le départ de Jean-Luc Mélenchon du Burkina Faso, où il a passé 3-4 jours, je pense. Alors, je vais introduire mon live par un préambule. Oui. Qu'est-ce qui nous donne la légitimité de prendre la parole? En quoi un Gabonais doit-il discourir sur la visite d'un Français au Burkina Faso? Le Gabon n'étant même pas un pays frontalier de la patrie de Thomas Sankara. Alors, qu'est-ce qu'il a à prendre la parole et à dire des choses qui ne le concernent en rien? Il y a donc une question de légitimité. Il faut donc que nous disions, que nous démontrions que nous avons la légitimité pour nous exprimer sur cette question-là précisément. Quand ce préambule aura été fait, je vais m'employer à vous présenter la personnalité politique qu'est Jean-Luc Mélenchon, que beaucoup d'Africains ne connaissent peut-être pas, surtout ceux qui ne s'intéressent pas de façon très quotidienne à la vie politique française. Je me ferai donc le plaisir de parler brièvement de l'homme et de son parcours politique. Ensuite, j'en viendrai dans un second temps à la vision de la France insoumise. Comment le mouvement de Jean-Luc Mélenchon compte-t-il prendre le pouvoir et quelle politique souhaite-t-il mener en France? Particulièrement la politique africaine de la France. C'est elle qui nous intéresse, à vrai dire.
En troisième temps, je montrerai, sur la base de ce qui a été dit précédemment, que la visite de Jean-Luc Mélenchon au Burkina Faso a un sens et qu'elle n'est pas fortuite. Je vais essayer avec vous de décrypter les différents éléments qui expliquent pourquoi M. Jean-Luc Mélenchon a tenu à fouler la patrie de Thomas Sankara. Est-ce que cela annonce une nouvelle ère des relations franco-africaines ou est-ce un énième bluff? La question est légitimement posée. Et nous allons essayer d'apporter quelques éclaircissements. Il faut désormais que les Africains jouent un rôle actif et non plus passif s'ils veulent que la politique africaine de la France change de manière radicale. Il faut un soutien actif et sans complaisance à tous les candidats, dont M. Jean-Luc Mélenchon, qui entendent voir les problématiques qui touchent les Africaines réglées de manière efficace et définitive. Et ce sera le quatrième point de ce direct politique qui sera également le dernier. Et je pourrai enfin conclure cette conférence et faire quelques annonces. Voilà, sommairement dit, le menu avec lequel je compte vous entretenir au cours de ce direct politique qui est consacré à ce qu'il faut retenir de la visite en terre burkinabé du président de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon. Parlons donc d'abord du préambule sur la légitimité. Ai-je la légitimité pour prendre la parole aujourd'hui sur une question de politique internationale où mon pays, le Gabon, ne semble a priori pas concerné? Effectivement, cette interrogation peut venir de la bouche de ceux que j'appelle les Africains États nationalistes. Ces Africains qui ont pris acte du pacte colonial scellé au Congrès de Berlin, qui divise l'Afrique et qui considèrent alors que les Africains ne doivent s'exprimer que dans le cadre des frontières de leur pays. Ils ne doivent pas sortir des enclos. Autrement, ils feraient de l'ingérence dans les affaires d'un pays voisin. C'est effectivement la règle diplomatique qui prévaut aujourd'hui, mais qui commence à montrer ses limites, parce que lorsqu'on est soumis au même joug, nous sommes donc confrontés à la même problématique, aux mêmes problèmes, aux mêmes thématiques, et que, en restant chacun dans son enclos, comment peut-on créer une émulation d'idées pour trouver des solutions? Nous, les panafricanistes, voyons les choses de manière différente. Et c'est cela qui nous donne une double légitimité pour parler aujourd'hui de la visite du président de la France insoumise au Burkina Faso. Le premier volet de cette légitimité est que, en tant que panafricaniste ou néo-panafricaniste, et en cela je respecte le troisième temps du triptyque de notre corpus idéologique, en tant que néo-panafricaniste, la politique de chaque pays africain de l'espace francophone m'interpelle. Et elle doit interpeller tous les panafricanistes
car pour ces derniers, l'Afrique est un bloc compact, avec à côté la grande île Madagascar. Ce bloc compact, pour nous, n'a que 3 frontières naturelles. La première est celle de la Méditerranée au nord, qui nous sépare de l'Europe et du Proche-Orient. La deuxième frontière est l'océan Atlantique, avant que l'on appelait l'océan Éthiopien. Et enfin, la dernière frontière est celle de l'océan Indien. 3 frontières pour un continent de 30 millions de kilomètres carrés. À l'intérieur du continent, aucune frontière. Tout habitant de Kama est qualifié pour parler au nom de l'Afrique, dès l'instant où il fait abstraction des frontières artificielles qui ont été mises en place par les Occidentaux pour nous diviser. Voilà le premier volet de légitimité qui me qualifie pour parler de ce qui se passe dans un pays frère du Burkina Faso, avec lequel mon pays, le Gabon, n'a aucune frontière commune. Le deuxième volet concerne la lutte anti-France-africaine que nous menons et qui, elle, s'inscrit dans le cadre du deuxième volet du triptyque du New Power. Nous sommes ouvertement anti-France-africains. Nous devons donc nous exprimer publiquement, sans nous cacher, sur les questions qui traitent de la lutte contre la France-Afrique. Monsieur Mélenchon qui met les pieds au Burkina Faso, quelles sont ses ambitions? Souhaite-t-il poursuivre la politique gaulliste qui maintient un joug, une chape de plomb sur les populations d'Afrique noire subsaharienne, d'expression française, ou Mélenchon souhaite-t-il au contraire changer de cap? Il y a donc un intérêt à suivre la politique que souhaiterait mener Mélenchon s'il advient qu'il prenne le pouvoir en avril 2022, comme il le souhaite. Le joug français que subit le Burkina Faso est le même que le Gabon également subit. M'intéresser à la façon dont les choses peuvent se passer au Burkina Faso quant à la levée de ce joug ne peut que aller dans le sens de ce que nous souhaitons tous, c'est-à-dire la fin de la France-Afrique. Est-ce que Mélenchon porte-t-il cet espoir? Intéressons-nous à ce qu'il a dit quand il était au Burkina Faso. Sur la base de ces deux volets, au risque de déplaire à mes frères africains États nationalistes, sur la base de ces deux volets, j'affirme que je suis qualifié et que mon discours est légitime quant à ce que je prenne la parole pour expliquer ce qui se passe dans le pays frère du Burkina Faso et que je m'inscris en dehors de l'enclos colonial qu'est mon pays, le Gabon, et dans lequel les États nationalistes entendent seulement parler et discuter. Ceci étant dit, ma légitimité de parler des questions burkinabées ayant été démontrée, je vais entrer dans le vif du sujet en attaquant le premier point, qui est celui de Mélenchon. Qui est-il? D'où vient-il? Quel est son parcours? Et qu'envisage-t-il à court terme pour lui, pour la France, et nous l'espérons, pour l'Afrique? Ces informations, vous pouvez les trouver dans Wikipédia ou dans d'autres sites.
mais toutes s'accordent pour dire que Mélenchon est né le 19 août, c'est donc bientôt son anniversaire, en 1951 à Tanger au Maroc. Le placenta de Jean-Luc Mélenchon, quand il est né, a été enterré sur la terre africaine. C'est une information anodine, mais cela crée naturellement un lien biologique quasi mystique entre Mélenchon et la terre d'Afrique où il a vu le jour. Les parents de Jean-Luc Mélenchon, quant à eux, sont des pieds noirs, c'est-à-dire des Français qui sont nés en Algérie, du temps où cette partie de l'Afrique du Nord était possession française. Tout Français qui naissait en Algérie française était appelé pieds noirs. Et les parents de Jean-Luc Mélenchon sont des pieds noirs qui sont nés en Algérie française. Mélenchon, quant à lui, je viens de le dire, est né au Maroc, à Tanger. Le grand-père paternel de Mélenchon avait pour nom Antonio Mélenchon. Ma prononciation n'est pas bonne, je n'ai pas fait espagnol quand j'étais en classe secondaire. Antonio Mélenchon était espagnol de nationalité. Il était de la région de Murcie. Il s'est installé en Oran, c'est en Algérie, en 1900, au début du siècle, du XXe siècle. Quant à la grand-mère maternelle de Jean-Luc Mélenchon, elle s'appelait Jeanne-Emmanuelle Caserta et elle était italienne de Sicile. Ces origines bien diverses nous donnent déjà une idée du personnage de Jean-Luc Mélenchon, qui porte des gens en lui, dans le sang, dans la chair et dans le sol, 4 pays: l'Espagne, l'Italie, la France, l'Algérie, le Maroc. Cette origine très diversifiée pourrait expliquer le caractère complexe de ce personnage et surtout son ouverture d'esprit qui est phénoménale, il faut bien l'admettre. S'agissant maintenant de son éducation et son parcours universitaire. Jean-Luc Mélenchon a reçu une éducation catholique de la part de sa mère, qui était fervente catholique, avant qu'ensuite elle renonce à cette religion. Mais son fils a été élevé dans les valeurs chrétiennes, au point qu'il était enfant de chœur et servait la messe en latin. Plus tard, Jean-Luc Mélenchon sera un renégat, il va renier sa foi chrétienne, il va s'initier à la franc-maçonnerie et il va assumer son athéisme. Et on le voit bien dans les positions qu'il a quant à la laïcité. L'éducation, parfois, que l'on reçoit adolescent, ne détermine toujours pas l'adulte que l'on deviendra. Et c'est bien le cas pour Jean-Luc Mélenchon, qui, de chrétien catholique fervent, servant à la messe, enfant de chœur, devient franc-maçon, athéiste et renégat de la foi chrétienne. Mélenchon est bachelier en 1969 et quelques années plus tard, 3 ans, il obtient sa licence, d'abord en philosophie et ensuite une autre licence en lettres modernes, et cela en 1972. Ceci explique sa grande érudition, son extraordinaire culture générale et son éloquence, car nous sommes tous d'accord pour reconnaître que
Jean-Luc Mélenchon était un brillant orateur, comme la France n'en fait plus. Après avoir obtenu sa licence, Jean-Luc Mélenchon, à partir de 1975, devient professeur auxiliaire de lycée. Il s'oriente ensuite vers le journalisme et parfois offre ses services de dessinateur à un organe de presse. Il a aussi ce talent d'être un graphiste, il sait dessiner. Il est vraiment un littéraire artistique, on le voit. Mais en 1978, il s'engage en politique, aux côtés du maire de Massy, dans l'Essonne, dont il devient le directeur de cabinet. À ce moment, Jean-Luc Mélenchon n'a que 27 ans. Il est donc très jeune quand il rentre en politique. S'agissant de son parcours politique, je serai concis car il y a de longues lignes que Wikipédia donne quant à l'histoire et le parcours politique de Jean-Luc Mélenchon. Je vais pour ma part me ramasser dans le propos en disant que quand il était déjà étudiant, Jean-Luc Mélenchon était membre de l'UNEF, l'Union nationale des étudiants de France, très proche de la gauche. Et plus tard, il deviendra membre de l'Organisation communiste internationale, en abrégé OCI. Mais il n'adhère pourtant pas au Parti communiste français parce que ce dernier va refuser de condamner l'invasion de la Tchécoslovaquie par les troupes du pacte de Varsovie en 1968 pour mettre un terme au printemps de Prague. Par conviction, il a décidé de ne pas intégrer un parti dont il partageait pourtant l'idéologie. Cela dénote déjà du caractère d'intégrité, et j'allais dire d'indépendance, dont fait montre et dont fera montre Jean-Luc Mélenchon bien plus tard. Il va néanmoins adhérer au Parti socialiste, dont il sera membre jusqu'en 2008. Il y adhère à partir de 1976 et il sera successivement conseiller municipal de Massy en 1983, puis conseiller général de l'Essonne en 1985, 2 ans plus tard, puis sénateur en 1986, et il entrera au gouvernement de Lionel Jospin en 2000-2002, où il occupera le portefeuille de ministre délégué à l'enseignement professionnel. Politiquement, Mélenchon est à gauche de la gauche. Il est dans l'aile gauche du Parti socialiste. Mais après le congrès de Reims, où l'idéologie, la vision politique du Parti socialiste va de plus en plus embrasser la social-démocratie et donc va embrasser les idées du capitalisme triomphant, du libre marché, ces idées n'étant pas dans l'âme de Mélenchon, il a décidé de rompre avec ses amis et de créer le parti de gauche, dont il sera le président du bureau national jusqu'en 2014. Parce qu'il est un homme politique et parce que désormais il n'est plus en phase avec le parti dans lequel il a fait ses classes pendant si longtemps, le Parti socialiste de François Mitterrand jusqu'à François Hollande, Mélenchon, à la tête de son nouveau parti, a des ambitions présidentielles. Il veut voir les idées auxquelles il est attaché prendre corps dans la société française.
C'est donc sous les couleurs du Front de gauche, qui est une plateforme regroupant le parti radical, les partis radicaux divers, le parti de gauche de Jean-Luc Mélenchon, le parti communiste français, qu'il va être élu et réélu député d'abord en 2009, puis en 2014. Entre ces deux dates, en 2012, Jean-Luc Mélenchon, sous les mêmes couleurs du Front de gauche, sera candidat à l'élection présidentielle de 2012, à l'issue de laquelle il arrive en 4e position au premier tour, avec 11,10% de voix. En 2016, il fonde le mouvement La France Insoumise et se présente sous cette étiquette à l'élection présidentielle de 2017, à laquelle il termine à nouveau en 4e position, mais avec un score plus important, car il culmine à 19,58% des suffrages exprimés. Il est ensuite élu député dans la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône et actuellement préside le groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale française. En novembre 2020, il a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle de 2022 et c'est le premier homme politique à l'avoir fait. Je viens de vous brosser de manière très concise, très ramassée, le portrait de l'homme qui a foulé les pieds du Burkina Faso du 18 au 21 juillet 2021. Pourquoi Mélenchon a-t-il tenu à venir rencontrer les Burkinabés? Nous entrons dans le deuxième temps de ce direct politique. Le sens de la visite de Jean-Luc Mélenchon au Burkina Faso. Pour bien en saisir le sens, il faut d'abord avoir à l'esprit l'idéologie du mouvement La France Insoumise que Jean-Luc Mélenchon a créé. Il faut savoir que ce mouvement est la gauche radicale, à gauche de la gauche, bien loin de la gauche modérée que constitue aujourd'hui le Parti socialiste qui a été aux affaires. Cette idéologie de la France insoumise se retrouve explicitée dans les 10 livrets de la France insoumise que vous trouvez sur le site avenirencommun.fr. Avenir en commun est le slogan du projet de société de Jean-Luc Mélenchon qu'il avait déjà brandi en 2017 lorsqu'il a été battu. Et n'ayant pas été réélu, il reprend le même slogan de campagne et il le diversifie dans sa thématique et dans la compréhension qu'on doit en faire. Il le diversifie parce qu'il a fait rédiger 10 livrets qui parlent de thématiques différentes. Alors je vais essayer de vous les citer pour ceux qui sont intéressés et qui aimeraient pouvoir se cultiver sur le programme de société que Jean-Luc Mélenchon compte mettre en œuvre si demain il advient qu'il accède à la magistrature suprême. Le premier livret s'intitule « Changer de république pour faire place au peuple ». Jean-Luc Mélenchon entend passer de la 5e à la 6e République. Il va mettre un terme à la France gaulliste, considérant que la monarchie républicaine qui a été instituée par De Gaulle n'est plus adaptée aux ambitions des citoyens de France. Il faut un nouveau paradigme constitutionnel. Et à travers une constituante, il entend appeler le peuple français pour que ce dernier se dote de la constitution qui convient à sa nature et à son degré de maturité démocratique.
Naturellement, Jean-Luc Mélenchon est pour une constitution parlementaire qui respecte davantage la volonté du peuple, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui avec un président autoritaire et hyper puissant. Le deuxième livret s'intitule « Une république permettant l'intervention du peuple ». Cela veut dire que le peuple français sera amené, à travers un référendum d'initiative citoyenne, à s'exprimer sur des thématiques importantes. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisqu'il doit attendre tous les 5 ans pour donner son point de vue lors du vote. Et s'il n'y a pas de référendum entre-temps, eh bien, il devra attendre l'élection présidentielle. Il est donc, d'une certaine manière, exclu quotidiennement du jeu du pouvoir politique. Et cela n'est plus acceptable pour la France insoumise. Le troisième livret porte sur les Outre-mer, notre chance. Jean-Luc Mélenchon entend donner un peu plus d'importance à la minorité que constituent les afro-descendants, qui, il faut bien le dire, ne sont pas véritablement représentés dans toutes les sphères d'activité, à la fois médiatiques et politiques, de la nation française. Pourtant, les Martiniquais, les Guyanais, les Guadeloupéens, les Antillais, de façon générale, ceux même de la Nouvelle-Calédonie, sont des Français à part entière, d'après ce que dit la Constitution. Pourtant, ils ne jouent pas un rôle important. Ils sont comme marginalisés. Jean-Luc Mélenchon compte revoir cette question au bénéfice de toutes les parties composant la France. Le quatrième livret porte sur la laïcité pour une république vraiment laïque. Nous le voyons tous, aujourd'hui la laïcité en France est instrumentalisée contre une religion qui fait peur, l'islam. Alors que lorsque la loi sur la laïcité a été promulguée, c'était pour apporter une séparation entre l'État et l'Église catholique. Il fallait accepter que les différentes confessions religieuses puissent se vivre en paix en France et qu'il n'y ait pas la prééminence de l'Église catholique sur la gestion politique, sur le pouvoir d'État. Aujourd'hui, certains hommes politiques instrumentalisent ce concept de la cité pour tirer à bout portant sur les musulmans de France. Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise comptent apporter un rectificatif, revenir au sens premier de la laïcité en France. Le cinquième livret porte sur l'émancipation de la jeunesse et je ne compte pas développer davantage parce que le sixième, au contraire, nous intéresse car il s'agit de passer à la francophonie politique. Jean-Luc Mélenchon est bien conscient que la France a besoin d'avoir son espace néo-impérial. Mais peut-être entend-il reconsidérer les rapports, mettre en œuvre un nouveau deal entre les aspirations profondes des pays africains et celles de la France, de sorte qu'aucune des parties ne soit lésée. Or, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il parle d'une francophonie politique débarrassée des oripeaux, des dictatures et des occupations militaires. Le septième livret porte sur les quartiers populaires, quartiers solidaires. Le huitième sur une France indépendante au service de la paix. Lorsqu'on parle de paix, on parle de guerre, on parle donc de militaires. Quel est le sens aujourd'hui de la présence militaire française en Afrique et dans le monde? Est-ce pour promouvoir la paix ou est-ce pour donner la possibilité aux multinationales françaises d'accéder à vil prix ou gratuitement aux immenses matières premières des terres où elle a positionné ses différentes troupes? La question est posée. Nous attendons de savoir quelles sont les solutions que formule M. Jean-Luc Mélenchon. Et ces solutions sont dans ce livret.
Le 9e livret porte sur respecter les migrants et régler les causes des migrations. Et c'est une question qui intéresse véritablement les Africains de France, ceux de la diaspora, qu'ils soient franco-français, franco-africains, pardon, ou non. Il faut respecter les migrants. Les images qui nous viennent souvent ne sont pas de nature à nous faire penser que la France respecte les Africains qui viennent vivre dans sa terre. Je n'insisterai pas davantage sur ces différents faits que vous avez pu constater vous-même. Il faut apporter une solution à ce déshonneur dont on recouvre souvent les populations africaines. Et apporter des solutions, c'est peut-être aller à la base des migrations. Qu'est-ce qui explique que les Africains quittent le soleil d'Afrique, les plages d'Afrique, toutes les richesses du continent? Qu'est-ce qui explique qu'ils quittent leur sol si riche, leur terre si belle, pour aller vivre dans le froid, dans le mépris, dans le racisme? Qu'est-ce qui explique cela? Jean-Luc Mélenchon a des solutions à nous proposer. Et enfin, dans le 10e livret, et nous finissons là, il s'agit des médias au service du peuple, car pour l'instant en France, nous avons toute la presse que l'on qualifie de mainstream, qui est à la solde de quelques milliardaires qui décident de la ligne éditoriale et de l'information qu'il faut inculquer comme une propagande dans l'esprit et dans la tête des Français. Lorsque vous avez pris le temps de lire ces différents livrets ou de suivre les vidéos qui en parlent, vous avez une idée assez précise de l'idéologie du mouvement La France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Et vous pourrez alors en parler avec une certaine compétence, une certaine connaissance. Ce sont ces idées que Jean-Luc Mélenchon veut voir triompher en avril 2022. Et ce dernier, je parle du président de la France Insoumise, s'est rendu compte qu'il existait 3 500 000 électeurs franco-africains, des binationaux qui sont en âge de voter et qui constituent environ 10% de l'électorat français. 10, ce n'est point négligeable. C'est une véritable niche électorale qui pourrait lui permettre d'atteindre le second tour et même de gagner l'élection présidentielle en avril 2022. Je vais dire que depuis 2012, où il a été candidat à l'élection présidentielle pour la première fois, Jean-Luc Mélenchon progresse. D'abord 11,10%, je l'ai dit, et ensuite en 2017, 19,58%. S'il réussit à se coltiner les 10% de voix des franco-africains, de la diaspora, eh bien, il a de fortes chances de pouvoir se retrouver au deuxième tour et dans un débat, de trier son adversaire. Cela est parfaitement possible. Mais pour cela, il faut, de la part de la diaspora franco-africaine en âge de voter, un vote que nous qualifions de panafricaniste ou de solidariste. Car il permettra aux Africains, pour la première fois de l'histoire de France, comme un lobby, de ne plus avoir ce vote individuel, personnalisé, émietté, qui n'a aucune incidence sur l'issue des élections présidentielles. Il permettra au contraire de faire en sorte que le président de la France soit élu grâce aux voix de la diaspora franco-africaine qui aura su se canaliser sur un seul candidat. C'est cela le défi à relever. C'est cela l'enjeu que veut remporter M. Jean-Luc Mélenchon. Il a commencé un travail sur le terrain en France et il a estimé qu'il fallait qu'il vienne sur la terre d'Afrique pour prolonger cette œuvre stratégique électorale.
quel est l'intérêt de Jean-Luc Mélenchon de venir en Afrique? Il aurait pu très bien, comme il a fait depuis 2012-2017, rester en France. Pourquoi a-t-il ressenti le besoin de venir en Afrique? Eh bien, c'est cela que nous allons essayer d'expliquer. Quel est l'intérêt de Jean-Luc Mélenchon? Il doit séduire le vote franco-africain de la diaspora pour être élu. C'est évident. Mais pourquoi vient-il en Afrique? Et pourquoi a-t-il choisi la patrie de Thomas Sankara, le Burkina Faso? La patrie des hommes honnêtes, des hommes intègres. Ce choix n'est pas anodin, il n'est pas sibyllin. Il a été mûrement réfléchi. Et les députés qui ont accompagné M. Jean-Luc Mélenchon à Ouagadougou ont été également choisis avec beaucoup de soin. Il a tenu lui-même à expliquer pourquoi ces députés ont fait le voyage avec lui. Notamment une, dont j'oublie le nom, qui a proposé la levée du secret défense sur le dossier de l'assassinat du capitaine Thomas Sankara. Il y a des critères qui expliquent le choix que Mélenchon fait lorsqu'il décide de venir en Afrique et précisément au Burkina Faso. Le premier, c'est que depuis 2014, la patrie de Thomas Sankara a vu la chute de son assassin, l'assassin de Thomas Sankara, Blaise Compaoré. Depuis 2014, le Burkina Faso essaye d'être un État démocratique, avec un climat apaisé et des élections qui se passent sans beaucoup de troubles et qui respectent la souveraineté populaire exprimée. C'est un premier critère. On imagine mal Mélenchon aller sur la terre d'un dictateur. Ça voudrait dire qu'il va faire comme les autres présidents qui ont été candidats et ensuite exercé le pouvoir. Mélenchon part dans un pays qui devient, aux yeux de tout le monde, un véritable état de droit, une véritable démocratie africaine sous l'égide de Roch-Marc Christian Kaboré, qui n'est pas un sankariste, mais qui essaye de faire de son mieux pour que son pays soit aligné aux standards démocratiques internationaux. Et c'est tout à son honneur. Et le président Mélenchon veut rendre hommage à cette œuvre de construction démocratique. Le deuxième critère, c'est le pied de nez à Emmanuel Macron, qui lui est venu en novembre 2017, à peine quelques mois après son élection, qui a tenu un discours par trop paternaliste, avec des promesses qui finalement n'ont pas été suivies des faits, notamment sur la suppression du franc CFA. Il laissait entendre que si les Africains voulaient sortir de cette monnaie dite coloniale, mais ils pouvaient le faire et que la France ne les y empêcherait pas. Or, aujourd'hui, 5 ans après, on sait que Macron a, avec le satrape reptilien Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire, ces deux personnalités aidées de Macky Sall et essayent de vendre une monnaie éco qui serait un franc CFA déguisé. Qu'en est-il alors de la promesse qu'il a faite à l'université de Ouagadougou en novembre 2017, lorsqu'il disait que les Africains pouvaient librement quitter le franc CFA, alors qu'il a fait voter une loi au Parlement qui permet au franc CFA de revenir sous la forme de l'éco. Il y a donc là un mensonge évident que nous pouvons relever. Donc, ce pied de nez, il veut le faire à Macron. Il veut aussi le faire sur les codes africains. Car Macron, en paternaliste, a eu beaucoup de familiarité avec le président Roch-Marc Christian Kaboré, qui est quand même son aîné. Or, le droit d'aînesse a une valeur fondamentale en Afrique. Macron qui tapote l'épaule du président Kaboré, qui parle avec beaucoup de condescendance, ou bien qui lui touche le menton,
Ce sont des choses qu'on ne fait pas à un grand lorsqu'on est en Afrique et qui traduit là l'arrogance d'Emmanuel Macron, sa suffisance. Or, Mélenchon, on l'entend dans son discours, vient apprendre auprès des Burkinabés. Il vient à la sagesse, au pied de la sagesse africaine. Tout à fait le contraire d'Emmanuel Macron. Il s'oppose en cela, aussi bien dans le code que dans la parole, à ce qui a été réalisé par le président français Emmanuel Macron. Il y a également comme critère la question sécuritaire. Le Burkina Faso est touché de plein fouet par ce que l'on appelle le terrorisme salafiste ou djihadiste. Mais Jean-Luc Mélenchon l'a dit, qui finance les djihadistes? Il a posé la question au ministre des Affaires étrangères et de l'Europe, Jean-Yves Le Drian. Ce dernier est resté quoi? Qui finance les djihadistes? Il aura donc l'occasion de discuter avec le président. Il a eu l'occasion, pardon, de discuter avec le président Kaboré sur ces questions-là, qui sont des questions très importantes et qui renvoient à la présence des bases militaires en Afrique sahélienne. Voilà déjà les premiers éléments qui expliquent le choix du Burkina Faso. Un deuxième point important, c'est le fait que pour la première fois, un responsable politique français rende hommage à Thomas Sankara. Il veut par là dire qu'il n'apprécie pas la manière dont ce dernier a été assassiné. Il n'apprécie donc pas les méthodes de la France-Afrique. C'est une manière indirecte de condamner la France-Afrique, qui est pourtant un instrument du pouvoir de son pays. Et en rendant hommage à Thomas Sankara, Jean-Luc Mélenchon veut montrer qu'il est en phase avec une jeunesse africaine qui respecte les héros qui ont été tués par la France officielle et les réseaux à travers son barbouze qu'est la France-Afrique. Il faut reconnaître que c'est inédit. C'est la première fois. Et ça tranche totalement à ce qu'on a eu l'habitude de voir. Lorsque des candidats français se déplacent pour aller en Afrique, c'est généralement pour aller saisir quelques mallettes afin d'assurer leur campagne présidentielle. Vous conviendrez avec moi que si vous voulez avoir de l'argent pour pouvoir assurer une bonne campagne présidentielle, ce n'est pas au Burkina Faso que vous irez trouver les pétrodollars ou les cacao-dollars. Non. Il faut plutôt aller au Gabon, au Congo, au Cameroun, au Tchad ou en Côte d'Ivoire. Si vous allez au Burkina Faso, ce n'est certainement pas pour en ressortir avec des mallettes. Donc, il y a dans la démarche de M. Mélenchon, de ce point de vue-là, une grande différence par rapport à celle de ses prédécesseurs. Vous vous souviendrez que Marine Le Pen était partie au Tchad rencontrer Idriss Déby juste avant l'élection présidentielle 2017. Elle n'a pas fait de commentaire sur ses entretiens avec le dictateur Idriss Déby. Mais elle a quand même réussi à se retrouver au deuxième tour. Elle a donc mené une très bonne campagne. On peut donc supposer qu'elle a eu assez de moyens pour faire et réaliser ce challenge. Donc, voici le sens qu'il faut donner à la visite de Jean-Luc Mélenchon au Burkina Faso. Du point de vue de la France insoumise, du choix qui a été fait du pays Burkina Faso et de l'hommage qui a été rendu au capitaine Thomas Sankara. Le périple, car il s'est achevé, le périple de Jean-Luc Mélenchon au Burkina Faso s'est déroulé en 5 temps. Le premier temps a été celui de la rencontre avec le Balin citoyen le dimanche 18 juillet 2021. Dès qu'il est arrivé au Burkina Faso, il est parti donc rencontrer l'ONG qui a participé à la chute de la dictature de Blaise Compaoré.
Ensuite, il est allé se recueillir le jour suivant au mausolée dédié à la figure emblématique, au héros du Burkina Faso, Thomas Sankara, tombé un 15 octobre 1987. Il a tenu un discours émouvant et fort de symbole de puissance et d'avenir. Nous pensons qu'il n'est pas forcément dans l'esbrouf, car il est allé très loin. Il a fait ce que, jusqu'à présent, aucun candidat à l'élection présidentielle n'a fait. Valoriser une figure africaine anti-impérialiste. Il faut le préciser. C'est un élément qui ne doit pas passer inaperçu aux yeux des Africains. Le troisième temps fut la rencontre avec le président Marc-Christian Kaboré, où ils sont tenus des questions éminemment politiques, on s'en doute. Le quatrième fut l'audience avec le président de l'Assemblée nationale. Et là aussi, il a laissé entendre que, comme parlementaire, il se devait de venir rencontrer un collègue et discuter avec lui de la manière dont chacun, de part et d'autre de Méditerranée, essaye de gérer au mieux la démocratie dans leurs pays respectifs. Enfin, le cinquième temps a été de participer à la conférence qu'il a organisée à l'université de Ouagadougou devant les étudiants burkinabés, comme l'avait fait aussi le président Emmanuel Macron en son temps, en novembre 2017. Et pour Mélenchon, il était question de venir dire qu'une autre France est possible. Une France où le discours qui est prononcé est suivi d'actes. Ce discours sera-t-il sincère? Car on sait désormais que celui de Macron, fut une grande esbouffe à laquelle certains ont cru à cause du jeune âge du personnage, qu'on pensait débarrasser de toutes ces caractéristiques du néocolonialisme et de la France-Afrique. Malheureusement, Macron a posé des actes qui témoignent qu'il ne s'est pas affranchi de cette pensée gaulliste et qu'au contraire, il a su la valoriser et on l'a vu dans le soutien aux dictatures comme celle de Alassane Dramane Ouattara qui faisait un troisième mandat, celle de Alpha Condé qui en faisait aussi un, celle du président Sassou Nguesso, et on n'oublie pas les coups d'État qui ont été traités de façon diamétralement opposée, que ce soit celui du Tchad qui était pourtant vomi par le peuple mais qui a été adoubé par Macron, et celui du Mali qui a été au contraire porté par la révolution populaire et qui a été condamné par le locataire de l'Élysée. Donc Macron n'est pas sorti des schémas classiques que les Africains désormais ont totalement vomi. Mélenchon entend-il dire qu'il fera exactement le contraire? Nous l'espérons. Et c'est peut-être le sens qu'il a donné à cette conférence qu'il a voulu faire à l'université de Ouagadougou à la suite d'Emmanuel Macron. Je viens de vous parler de la démarche de Jean-Luc Mélenchon, de la vision de son mouvement, la France Insoumise, et des ambitions qu'il porte quant à la possibilité pour lui d'être élu à l'élection présidentielle française en avril 2022 et qu'il compte, on le voit, sur la masse critique des électeurs franco-africains de la diaspora. Mais quel rôle devons-nous jouer aujourd'hui, nous, les Africains d'Afrique, et ceux de la diaspora? Quel rôle devons-nous jouer? Mélenchon s'est déclaré très tôt candidat, avec pour objectif d'être à l'Élysée.
Il compte, c'est vrai, sur tout le peuple de gauche de la France, les partis divers gauche radicaux, le Parti communiste français, même si ce dernier aura son candidat, sur le mouvement La France Insoumise, mais il compte aussi sur les afro-descendants des Antilles, des Caraïbes, Nouvelle-Calédonie, des Seychelles, Comores. Il compte aussi sur les franco-africains de la diaspora. Cette ambition, pour qu'il puisse la satisfaire, il lui faut rassembler le plus grand nombre de personnes. C'est une posture stratégique, c'est vrai. Elle peut ne pas être empreinte de sincérité. Mais que devons-nous faire? Nous devons ne pas l'aider, ou bien nous devons répondre oui à cette sollicitation claire de Jean-Luc Mélenchon. Nous pensons que répondre oui est la posture que nous devrions avoir, car certaines thématiques de la campagne présidentielle de 2022 que Jean-Luc Mélenchon aborde, il est le seul à le faire. Il est le seul à le faire. Je veux en citer deux dans un premier temps et peut-être développer sur les autres. Les deux premiers qui me tiennent à cœur sont le choix de changer de république. Donner à la France une constitution plus adaptée à ses aspirations actuelles. Faire en sorte que le peuple français soit désormais souverain et ne soit pas juste un prétexte qui permet à l'oligarchie d'installer à la tête de l'État son homme pour enfin faire des lois à sa mesure et continuer à maintenir un système capitalistique à son seul avantage. Rendre la France plus démocratique dans sa constitution et plus parlementaire est la vision de M. Jean-Luc Mélenchon. Et en cela, il s'inscrit en faux par rapport à la 5e République qui donne tous les pouvoirs au président qui est élu au suffrage universel direct, qui peut dissoudre l'Assemblée nationale, qui peut nommer le Premier ministre, et à travers l'article 49.3 de la Constitution, il peut passer en force lorsque l'Assemblée nationale n'est pas d'accord. Donc on voit bien que la France n'est pas réellement un État démocratique, parlementaire, comme l'Allemagne fédérale ou l'Espagne, ou même l'Italie ou la Grande-Bretagne. Donc Mélenchon veut un régime parlementaire. Est-ce une bonne chose pour la France? Nous pensons que oui. Tout régime qui respecte la volonté populaire, la volonté démocratique est une bonne chose pour les peuples. Mais cela peut aussi être une bonne chose pour nous les Africains. Mais je reviendrai en détail sur ce point un peu plus loin. Toujours est-il que pour Mélenchon, il faut procéder à la fin de la monarchie républicaine qui sévit actuellement en France. Et il est clair que la France-Afrique, qui est l'ombre constitutionnelle de la 5e République, disparaîtra. Car, vous devez le savoir, toutes les questions africaines sont abordées en France que dans le cadre de la cellule africaine de l'Élysée et du palais de l'Élysée. Ces questions échappent totalement au contrôle du Parlement. Imaginez que le Parlement français, qui sera élu peut-être à la proportionnelle, discute désormais de toutes les questions de politique internationale, même celles de l'Afrique. Eh bien, vous n'aurez plus un président seul qui décide d'une intervention militaire en Afrique. Un président seul qui décide d'un coup d'État. En fait, la fin de la 5e République pour le passage à la 6e augure de meilleurs lendemains avec la disparition constitutionnelle de la France-Afrique. C'est du moins l'analyse que nous nous faisons. Et c'est la raison pour laquelle nous soutenons ce changement de la Constitution française qui passerait de la 5e monarchique républicaine à la 6e régime parlementaire.
Le deuxième élément que je veux relever est celui où Mélenchon, dans le livret 6, souhaite passer à la francophonie politique. Ça veut dire qu'il veut instituer de nouveaux rapports afro-français dans un partenariat gagnant-gagnant, puisque la francophonie politique va supposer que nous allons traiter désormais ensemble des questions politiques qui engagent le devenir aussi bien de la France que des États africains, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, la francophonie se résume simplement à nous parler de projets culturels, mais en aucune façon la francophonie ne prend position sur des problématiques politiques qui nous intéressent, comme la présence, par exemple, des bases militaires en Afrique. Une francophonie politique devrait pouvoir s'exprimer là-dessus. Sur le franc CFA, une francophonie politique devrait également pouvoir s'exprimer dessus. Sur la dette, ces questions ne sont jamais traitées par la francophonie. Jamais. On reste toujours dans le vernis, dans l'accessoire, dans le cosmétique. De nouveaux rapports, pourtant, sont possibles si la France veut continuer à entretenir des bons rapports avec le continent africain. D'autant que le sentiment anti-france-africain, voire anti-français, est en train de monter. Il est donc urgent que la France change son fusil d'épaule. Et c'est peut-être ce que Mélenchon propose avec la francophonie politique. Du moins s'il voit les choses avec beaucoup de sagesse et de portée. Le 8e livret nous intéresse également. Une France indépendante au service de la paix. Cela pose la question de la présence militaire des troupes françaises en Afrique. Aujourd'hui, le Parlement français ne peut pas discuter de ces questions. Il y a une décision qui a été prise par le chef de l'État et elle est avalisée par le Parlement. Un point, un trait. Va-t-on continuer comme ça? Non. Et Jean-Luc Mélenchon propose justement d'avoir ce débat de fond. Le 9e livret, c'est respecter les migrants, régler les causes des migrations en amont. La solution se passe en amont. Je m'explique. Depuis la fin des 30 Glorieuses et depuis le moment où le chômage a commencé à s'installer durablement en France, l'idée que ce sont les immigrés qui prennent le pain de la bouche des Français s'est installée dans la conscience populaire française. Au point que l'immigré est vu comme un rival, une personne qui empêche aux Français d'avoir le niveau de vie auquel il a justement droit. Cette pensée nouvelle n'existait pas pendant les 30 Glorieuses, quand il y avait l'emploi pour tous les Français, et quand les basses besognes, les travaux les plus durs étaient assumés par les immigrés. Mais depuis que les problèmes économiques et sociaux se sont accentués, nous avons de plus en plus cette persistance que l'immigré est le problème de la France. Et cela a fait les beaux jours du Front National, converti depuis en Rassemblement National, qui arrive maintenant au deuxième tour d'élection présidentielle française, ce qui semblait impossible à l'époque de Giscard d'Estaing et à l'époque de François Mitterrand. Mais tous les politiques français, tous les présidents français ont toujours suggéré une solution du règlement de l'immigration en aval. C'est-à-dire que l'on demande à la Libye, à l'époque de Kadhafi, de servir de digue. Et Kadhafi avait des financements pour cela. Empêcher que les Africains ne traversent la Méditerranée en passant par la Libye. C'était une solution en aval. Une autre était de mettre des barrières, parfois électrifiées, au niveau des frontières de l'Espagne, des frontières de l'Italie, pour empêcher que ces immigrés qui réussiraient à traverser la Méditerranée arrivent en Europe. Une troisième solution, toujours en aval, était par des charters de rapatrier les immigrés qui auraient réussi à arriver en France, à arriver en Italie. À chaque fois, on veut régler le problème de la migration en aval. Jean-Luc Mélenchon propose, pour la première fois,
de régler cette question en amont. Qu'est-ce à dire? Les populations africaines vivent dans un continent où il fait chaud, où il y a la joie de vivre. Ce continent est le plus riche de la Terre. Malheureusement, il y a des dictatures qui sèment pauvreté et misère. Ce sont ces dictatures qui sont à l'origine du départ des populations africaines vers la France, vers l'Europe. Mais en ne soutenant plus les dictatures africaines, mais vous permettez que ces pays deviennent des États de droit, deviennent de réelles démocraties, qui respectent la souveraineté populaire et qui œuvrent pour le bonheur des populations. Dès lors, ces peuples vont se fixer sur leur terre, car nul ne quitte sa patrie le cœur léger. Bien au contraire, on a toujours une pensée pour sa mère, une pensée pour son père, une pensée pour les parents qu'on a laissés. Mais si le contexte s'améliore, si il fait bon vivre dans mon pays, il n'y a plus de dictature soutenue par la France officielle et les réseaux de la 5e République. S'il n'y a plus cela, mais les Africains resteront chez eux. Et nous pourrons aller en France que ceux qui voudront et qui ont des raisons objectives d'y aller, pas forcément des raisons économiques. Eh bien, c'est ce respect des migrants et cette recherche de solutions des causes d'immigration que M. Jean-Luc Mélenchon compte traiter, mais en ayant une approche en amont. Fixer la population africaine chez elle pour qu'elle n'ait pas envie de venir chez nous en France. Je parle comme Mélenchon. Et dans ce cas, il ne faut plus soutenir les dictatures qui créent misère et pauvreté. Ce sont ces différents éléments qui figurent dans les livrets thématiques de la France insoumise que les Africains, nous devons prendre à bras le corps. Et notre rôle, c'est de considérer que si ces thématiques-là peuvent nous permettre de régler nos problèmes, en même temps que la France règle les siennes, eh bien, celui qui porte cet espoir doit être soutenu. Cela va de soi. Et cela tient du bon sens. Maintenant, ce soutien que nous allons assurer à Mélenchon, est-il un chèque en blanc? Non. C'est un soutien sous condition. Et je veux ici me faire le messager de professeur Franklin Nyamsiwa Cameroun, qui, dans ses différents lives, revient en permanence sur les 3 questions fondamentales que tout candidat qui veut avoir le soutien du vote panafricaniste, du vote diasporique, solidariste, que toutes ces questions-là puissent être traitées de manière franche, afin de bénéficier d'un soutien lors du vote qui se fera en avril 2022 pour accéder à la présidence de la République française. Quelles sont ces 3 questions que le professeur Franklin Nyamsiwa Cameroun pose sur la table et demande des réponses précises et claires? Quelles sont ces questions? La première question du contrat de décolonisation structurelle qu'il faut réaliser. Car c'est de ça dont il s'agit. Un contrat de décolonisation structurelle. Et ce contrat doit être signé. Il doit mettre en accord les partis, le candidat Jean-Luc Mélenchon et les Africains qui ont décidé de le suivre, à condition qu'ils répondent aux questions que nous lui posons de manière positive. Ces questions s'inscrivent dans le cadre d'un contrat de décolonisation structurelle. Quelles sont ces questions? La première, c'est la fermeture, démantèlement des bases militaires et départ des troupes françaises d'Afrique, qui sont désormais considérées comme des troupes d'occupation. Et l'Afrique ne peut pas être souveraine si la France a toujours un pied militaire sur son sol.
Donc, il n'est pas question de demander à Jean-Luc Mélenchon s'il est pour la fermeture des bases militaires. Il est question de lui exiger un agenda clair et précis. Donc, combien de temps voulez-vous, M. Jean Mélenchon, que les troupes françaises quittent l'Afrique? Donnez-nous l'agenda. Voilà la question à laquelle il doit répondre. Deuxième question. Nous ne voulons pas d'un écho. Nous ne voulons pas d'un franc CFA déguisé en écho. Nous voulons l'abrogation du franc CFA en Afrique francophone. Cette monnaie a été créée par décret en 1945 par Charles de Gaulle. Nous voulons un décret de Jean-Luc Mélenchon qui signe la fin du franc CFA après avoir discuté des modalités de l'application de la fin de cette souveraineté monétaire exprimée encore par la seule France sur les monnaies qui sont en cours dans les pays de la zone de la CEDEAO et de la CEMAC. Il n'est pas question de dire si Jean-Luc Mélenchon veut ou pas la fin du franc CFA. Nous lui disons à quelle date compte-t-il signer le décret qui met fin à la zone du franc CFA. Il faudra juste s'entourer de toutes les commodités pour que cela se passe de la meilleure façon. C'est la deuxième question. Très précise, très claire. La troisième question, c'est l'audit de la dette africaine que nous devons rembourser. Et donc, du bilan de la coopération. Car cet argent nous a été prêté par la France. Nous voulons savoir quel est cet argent. Est-ce l'argent du compte d'opération que nous avons nous-mêmes déposé? Ou bien est-ce l'argent que la France a pris elle-même pour nous? C'est une question importante. Et cet argent, lorsqu'il a été ensuite donné aux pays africains, à quoi a-t-il servi? N'est-il pas reparti parfois en France, à travers ces multinationales ou à travers des détournements? Quel est le bilan de l'aide publique au développement? Il nous faut un audit. Il nous faut un audit et c'est important pour pouvoir repartir du bon pied. Quatrième question. Une loi anti-dictature. Il ne faut plus que, après Jean-Luc Mélenchon, un autre président revienne aux pratiques du passé. Une loi anti-dictature qui ne permettra plus à un quelconque homme politique de soutenir des régimes oppresseurs en Afrique ou n'importe où dans le monde. Cette loi s'impose désormais. C'est la quatrième question. La cinquième question. Nous voulons l'abrogation des accords de coopération. Des accords en réalité néocoloniaux qui ont jusqu'à présent cours et qui ont été rédigés à l'avantage exclusif de la France contre les intérêts des populations africaines. Nous voulons l'abrogation de ces accords de coopération et nous voulons entrer dans une nouvelle phase, un nouveau deal dans le nouveau rapport de coopération. Car l'Afrique aujourd'hui, si elle ne se satisfait pas des accords bilatéraux avec la France, est libre d'avoir d'autres accords avec d'autres puissances comme la Chine ou la Russie. Donc, ces questions, voyez-vous, sont fondamentales. Elles seront posées au candidat Jean-Luc Mélenchon et elles seront consacrées dans un contrat de décolonisation structurelle. Et nous demanderons à Jean-Luc Mélenchon de s'engager et de signer cet accord d'engagement. C'est ainsi que nous devons désormais agir. Nous devons sortir de cette attente de croire que le président français fera tout et nous serons obligés de subir, surtout s'il n'a rien fait. Nous devons être en mode proactif. C'est l'attitude que nous devons désormais avoir lorsque nous décidons d'accompagner un candidat avant, lorsque nous sommes en négociation, pendant, lorsque nous votons pour lui, et après, lorsque nous lui exigeons de respecter sa parole. J'arrive au dernier temps de ce dialogue politique
et il est 1h30 de temps passé déjà à cette conférence. Nous comprenons fort bien l'argumentaire des Africains déçus et sceptiques. Beaucoup d'Africains ne se sont pas encore remis de l'expérience décevante du président François Mitterrand. Ils ont cru que la gauche mitterrandienne venant au pouvoir en 1981 allait apporter un bol d'air frais, allait apporter un renouveau, allait mettre un terme à la France-Afrique et permettre donc aux pays africains de ne plus vivre sous la coupe des dictatures qui étaient soutenues par les différents présidents de droite qui se sont succédés depuis Charles de Gaulle. C'était un espoir brisé. Mais si les Africains avaient eu la chance de lire Jeunesse française, en supposant que Pierre Péan ait écrit ce livre avant 1981, il a écrit malheureusement vers la fin du deuxième mandat de Mitterrand. Mais si les Africains avaient su qui était le personnage, beaucoup, pour ne pas dire tous, n'auraient jamais mis une seule once d'espoir sur la capacité de Mitterrand à changer la donne. Mitterrand, il faut le rappeler ici, a été nourri aux thèses de Charles Maurras dans sa jeunesse. Charles Maurras était un ultranationaliste, antisémite et raciste. Un écrivain, semble-t-il, de talent, si on s'en tient à l'hommage que lui a rendu Emmanuel Macron. Mais voilà les thèses qui ont impressionné François Mitterrand quand il était jeune. Les thèses de Charles Maurras. Donc François Mitterrand, par son instruction, est de l'extrême droite en réalité. Et on le voit aussi lorsqu'il reçoit l'étoile de la Francisque que lui a décerné le maréchal Pétain. Maréchal Pétain qui a été le maître de Vichy sous l'Allemagne nazie et qui a accepté de collaborer et qui a raflé les Juifs. Mitterrand a reçu des mains de cet homme l'étoile de la Francisque. Mitterrand, après la Deuxième Guerre mondiale, était dans un parti, l'Union démocratique et socialiste de la résistance, l'UDSR, qui se situait au centre droit et qui lui permettait de, à travers des alliances, de participer à plusieurs gouvernements de la 4e République. Il a même été ministre de l'Intérieur, ministre des territoires d'outre-mer, des colonies. Ce François Mitterrand disait que l'Algérie sera toujours française. Il était contre la décolonisation de l'Algérie. François Mitterrand, quand il prend le pouvoir en 1981, le prend après avoir fait une OPA sur le Parti socialiste unifié, une OPA stratégique pour pouvoir bâtir le PS au congrès d'Épinay, qu'il a assuré en 1981, 10 ans plus tard, la victoire, lorsqu'il a battu Valéry Giscard d'Estaing. Mais était-il un homme de gauche? Non. Non par son histoire et aussi par la posture politique qu'il a eue après avoir pris les communistes comme alliés stratégiques pour conquérir l'Élysée. Il a abandonné la politique de gauche en embrassant finalement les valeurs de l'économie de marché. Mitterrand a revêtu avec beaucoup de grâce les habits de Charles de Gaulle, qu'il a pourtant combattu quand il était dans l'opposition, quand il voulait se faire passer pour un homme de gauche. Mitterrand, au sommet de la Baule, n'a nullement soutenu le mouvement de libération des populations africaines à travers les conférences nationales. Au contraire, il a donné une prime à la dictature à tous les États qui sont restés attachés à cette forme d'oppression que nous continuons encore à rejeter aujourd'hui.
Si les Africains connaissaient le personnage, eh bien, ils n'auraient pas cru un seul instant que ce dernier était en mesure d'apporter l'espoir et l'espérance qui avaient été mis dans sa propre personne. Et ces mêmes Africains ont également été déçus par François Hollande, qui n'est que l'élève de son maître. Et sur cette base, aujourd'hui, les Africains déçus et sceptiques pensent que tout homme de gauche fera la même chose. Mais est-ce bien vrai? Est-ce bien vrai? Nous pensons, nous, qui nous considérons comme des Africains positifs et entreprenants, nous pensons que c'est une erreur d'analyse que de projeter les erreurs d'une gauche socialiste corrompue aux valeurs du marché sur un homme de la gauche radicale. C'est une erreur de penser que ce que Mitterrand a fait, quand on prend Mitterrand en tant qu'individu, en tant que personne, et son parcours politique, c'est une erreur de penser que Mélenchon ressemblerait également à cela. Mélenchon a un autre parcours et a une autre vision. Nous disons avec fermeté que Mélenchon a posé des actes qui le distinguent de manière fondamentale de ses homologues de gauche. Je m'en vais là maintenant rappeler ces actes pour que vous puissiez vous-même vous en rendre compte. Premier acte, c'est une rupture avec le Parti socialiste, quand ce dernier a renié ses valeurs. Mélenchon, étant un homme de conviction, n'a pas accepté la social-démocratie, n'a pas accepté que les idées capitalistes du marché deviennent désormais la référence. Et parce qu'il n'a pas accepté, il a assumé et il a rompu avec ses amis. C'est un acte de courage, c'est un acte de conviction. Deuxième acte qu'il a posé, l'ancrage dans la gauche radicale, aux côtés des partis divers gauches radicaux, mais aussi à côté du Parti communiste français. Troisième acte, lutte contre la France-Afrique. Le parti de Mélenchon, que ce soit le parti de gauche ou la France insoumise, ne reçoit pas d'argent des multinationales france-africaines. Cela est le lot de la gauche modérée du Parti socialiste, des Républicains et même de l'extrême droite du Rassemblement national avant Front National. Donc tous ces partis politiques français qui reçoivent de l'argent des multinationales de la France-Afrique ne peuvent pas lutter, ne peuvent pas mettre à mort la France-Afrique. C'est une utopie de le penser. Mélenchon n'est pas du tout dans ce référentiel. On le voit par ses prises de position. Quatrième acte, il a un projet de société en rupture totale avec l'établissement de gauche et de droite, notamment sur la Constitution française. Il veut passer de la 5e à la 6e. La gauche modérée se sent bien dans la 5e République que la droite a proposée. Et donc, ce n'est pas de cette gauche modérée-là que vous aurez une volonté de faire tomber la France-Afrique. La preuve, c'est qu'elle a été au pouvoir par 2 fois et elle n'a pas changé de comportement. Son attitude a été à l'identique de celle des présidents de droite. Et même Macron, qui se dit du centre, montre qu'il est tout aussi de droite et de gauche dans la 5e République. Mélenchon souhaite passer à la 6e. C'est un acte important qu'il faut relever. Mélenchon veut régler la question d'immigration de façon différente, à la base. Mélenchon souhaite faire tomber la France-Afrique une fois pour toutes. Les bases militaires, Mélenchon à Burkina Faso a fait comprendre que si elles n'ont pas leur utilité en Afrique, doivent partir. Quel homme politique a tenu ce discours depuis que la France a installé ses troupes, ses éléments français militaires en Afrique? Quel autre homme politique? Je n'en connais pas. 5e acte, une première visite d'un candidat à la présidence française, non pour prendre des mallettes, mais pour rendre un hommage à une grande figure africaine, assassinée par la France-Afrique.
Nous pensons que rien que ces 5 actes qui viennent d'être présentés témoignent à suffisance et militent en faveur d'une espérance de vérité incarnée par Jean-Luc Mélenchon. Je conclus en disant que nous devons donner sa chance à Jean-Luc Mélenchon. Les Africains doivent donner sa chance à Jean-Luc Mélenchon, qui va concourir pour la 3e et dernière fois à l'élection présidentielle. Nous ferons une erreur de croire qu'un homme peut-être de bien se comportera comme ceux qui en réalité n'ont jamais eu l'ambition de changer le paradigme français qui fait aujourd'hui tant de tort à l'Afrique. Nous ne devons pas commettre cette erreur de voir dans Jean-Luc Mélenchon François Mitterrand ou François Hollande. Ce serait une insulte à l'historique de Jean-Luc Mélenchon dans sa vie, son éducation, son parcours et dans sa sincérité, dans la sincérité qu'il a, dans les convictions qu'il manifeste à chaque fois, au cours du temps, dans les différentes ruptures qu'il a eues, parce qu'il n'était pas d'accord avec des idées qui ne correspondaient pas à son âme politique. S'il est élu, si Jean-Luc Mélenchon est élu, avec le soutien des Africains, avec le soutien de la diaspora franco-africaine, eh bien, cette diaspora va se constituer en groupe de pression, en lobby, pour faire en sorte que les engagements qui ont été pris avant l'élection présidentielle, pendant la campagne, soient scrupuleusement respectés. C'est cette nouvelle attitude que nous devons également avoir. Pas d'attendre simplement que Jean-Luc Mélenchon élu fasse ce qu'il a promis ou pas. Non, nous devons le lui exiger, puisque nous avons participé à son élection. Il ne faut plus être dans une posture d'inaction attentiste et naïve, en espérant que. Il faut être dans une position active, de pression, en exigeant que ce qui a été arrêté dans le contrat de décolonisation structurelle soit purement et simplement appliqué. Le New Power, pour sa part, entend prendre une part active dans la prochaine campagne présidentielle française. Notre ambition sera de faire triompher un nouveau deal franco-africain et nous pensons que c'est la personne de Jean-Luc Mélenchon qui l'incarne aujourd'hui. Voilà le message que je souhaitais faire partager à l'ensemble de mes frères qui ont bien voulu suivre ce direct. Nous avons été ensemble pendant 1h43. Je vais vous laisser écouter Ernesto Djedje, le roi du Zigelibiti, et nous allons nous séparer. J'espère que vous avez apprécié ce direct politique. Si vous avez des questions, des commentaires, notre page YouTube, notre chaîne YouTube est là. Vous pouvez donc nous contacter, réagir, dire ce que vous pensez. Nous n'avons pas la prétention de connaître la vérité et nous acceptons que notre analyse soit discutable. Mais c'est un pari vers l'avenir. Et nous ne pouvons pas être insensibles à ce qui se passe en France, car le président français aura une politique qui va impacter nos vies. Ou bien nous sommes inactifs et nous subissons, ou alors nous agissons. Et à travers ce direct, j'ai essayé de vous montrer comment nous pouvons agir en prenant le risque de faire confiance pour la 3e fois à un homme qui est réellement de gauche et qui peut-être peut apporter une nouvelle dimension à la relation franco-africaine. Voilà, j'ai terminé. Et maintenant, je vais vous dire au revoir.